après avoir fait un cours introductif sur la ceinture des astéroïdes, puis un deuxième cours introductif sur les différents types de météorites et leurs relations avec les astéroïdes, maintenant, à partir de maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails et essayer d'extraire des météorites tous les renseignements qui nous sont utiles pour comprendre la formation, l'évolution du disque protoplanétaire et la formation des premiers solides et des premiers objets. Donc, dans ce cours, on va se consacrer aux inclusions, on va se concentrer sur les inclusions réfractaires, donc ce qu'on appelle les inclusions de calcium-aluminium, donc abrégé en CAI pour Calcium Aluminum Inclusion. Donc, on avait vu les cours passés que ces inclusions réfractaires, souvent visibles par leur couleur blanchâtre, sont un des trois composantes fondamentaux des météorites, avec les chondres et la matrice, et se trouvent particulièrement dans les chondrites carbonés. On vous avait montré même sur une vraie météorite, une météorite CV, la présence de ces grains très particuliers. En fait, ces grains sont assez gros dans la météorite CV, visibles à l'œil nu, mais parfois sont beaucoup plus petits, peuvent être millimétriques, voire moindres. Et c'est vraiment l'analyse chimique qui révèle leur présence. Ici, par exemple, vous avez deux cartes des météorites en faux couleurs, où les couleurs représentent les atomes, les éléments qui dominent un certain grain. Et donc ici, en bleu, vous avez l'aluminium, et en rouge, vous avez les magnésium et le silicium. Et donc, les inclusions réfractaires qui sont riches en calcium et aluminium sortent très fortement comme des taches bleu-vert, alors que les chondres, qui sont dominés par les magnésium et les silicium, apparaissent comme des billettes rouges. Donc, il y a des météorites qui ont des inclusions réfractaires particulièrement grandes. Les météorites CV, les météorites CK, peuvent avoir des inclusions de calcium-aluminium jusqu'à 1 cm de taille, mais il y a aussi des inclusions, dans les mêmes météorites, des inclusions réfractaires beaucoup plus petites, jusqu'à 10 microns de taille. Et si on fait une statistique de la taille, mais la taille médiane, donc celle pour laquelle la moitié des particules sont plus petites et la moitié des particules sont plus grosses, est de l'ordre seulement de 100-200 microns. En fait. Pour d'autres météorites carbonées, comme les CO, les CM, les CR, les CAI centimétriques n'existent pas. Les plus gros CAI, c'est une fraction d'un millimètre, ça peut arriver jusqu'au millimètre, et la taille médiane est toujours de l'ordre du pourcent. La quantité totale de CAI, le volume total de CAI qui, dans la météorite, varie aussi d'une météorite à l'autre. Pour les chondrites carbonés CK et CV, ça peut être plusieurs pourcents du volume, jusqu'à 10-15%, mais en moyenne de l'ordre de 5%. Les autres météorites carbonées ont seulement quelques pourcents de leur volume pris par les CAI. Les chondrites non carbonés, comme les chondrites ordinaires, les chondrites en statite, les romurti, etc., ont aussi des CAI qui, en principe, ont la même taille à peu près de ceux de chondrites carbonés, non pas les super gros des CV et des CK, mais leur distribution de taille et taille moyenne est semblable à celle des chondrites CR et CM. Mais ce qui est vraiment frappant pour les chondrites non carbonés est la rareté des CAI. Donc, sont très, très peu. Et d'ailleurs, pour voir combien il y en a, il faut faire un agrandissement. Et vous voyez que dans les chondrites ordinaires, dans les chondrites en statite, les CAI occupent le 0,01% du volume, même pas. Donc, beaucoup, beaucoup moins que les chondrites carbonés. Et on reviendra sur cet aspect lors du cours numéro 6, parce que ça donne des renseignements très forts sur les barrières à la circulation des grains en fonction de leur taille. Bon. Alors, ces inclusions réfractaires, à l'œil nu, bon, on dirait juste une tache blanchâtre. Si on les regarde au microscope, on voit qu'en fait, elles aussi sont assez hétérogènes et contiennent plusieurs minéraux, voilà, qui sont ici indiqués avec leur composition chimique. On dit comme ça vous dit rien du tout. Mais on va vite comprendre qu'en fait, ces minéralogies nous révèlent quelque chose de très, très important. Donc, le diagramme que vous avez ici est ce qu'on appelle une séquence de condensation. Alors, il faut que je m'attarde un tout petit peu à expliquer comment ça marche. Donc, on prend un gaz qui a la composition solaire, ou la composition du météorite CI, on a vu les CI
et les soleils, c'est la même composition, on les vaporise complètement. On les porte, disons, imaginons, à 2000 degrés, donc tout est à l'état de vapeur. Il n'y a pas un seul solide. Et on les met à une pression qu'on pense être compatible aux pressions qu'il y a dans un disque protoplanétaire de l'ordre de 10-3, 10-4 bars. Donc le bar est la pression atmosphérique dans cette pièce. Donc c'est un millième, un 10 millième de la pression atmosphérique. C'est la pression qu'on s'attend à trouver dans les disques protoplanétaires. Et ensuite, on fait refroidir ces gaz très lentement, de façon que les éléments qu'on a envie d'interagir entre eux puissent interagir jusqu'à atteindre leur optimum énergétique. Et si on fait ça lentement, les éléments ont le temps d'atteindre cet équilibre. C'est pour ça qu'on appelle celle-ci une séquence de condensation à l'équilibre. Et donc on voit, alors ça c'est pas le résultat d'une expérience, c'est le résultat d'un calcul de chimie théorique, de chimie quantique. On voit certains éléments, certaines molécules se former et condenser, donc passer de l'état gazeux à l'état solide. Donc d'abord vous avez à plus haute température, vers les 1800 degrés, les corundum, puis les corundum est consommé et disparaît et se forment d'autres minéraux comme la libonite, les perovskites et d'autres encore, et ainsi de suite. Et en fait, quand on regarde la minéralogie des CAI, on retrouve exactement ce type de molécules. Par exemple, corundum, Al2O3, est-ce qu'on le retrouve dans les CAI? Oui, Al2O3 se trouve bien là. Après, le deuxième qui se forme à plus haute température, c'est l'ibonite, calcium, aluminium 12 fois et 19 atomes d'oxygène. Est-ce qu'on les retrouve? Et je pense qu'on les retrouve. Voilà, il est bien là. Puis, je fais toutes. Donc, la perovskite, donc c'est calcium, titanium et 3 atomes d'oxygène. Et là, si je le trouve, voilà, il se trouve là, c'est minéral. Après, on a la ghélénite, 2 atomes de calcium, 2 atomes d'aluminium, silicium et 7 atomes d'oxygène. Elle se trouve bien ici. L'autre qu'on a là-haut, c'est la kermanite, 2 atomes de calcium, 1 de magnésium, 2 de silicium, 7 d'oxygène. Et on la retrouve là aussi. Puis on a, en bas, on a encore les spinels, magnésium, 2 atomes d'aluminium, 4 atomes d'oxygène, et on le trouve là. Et ensuite, il y a encore du pyroxène qui apparaît là, le calcium pyroxène, et qu'on retrouve ici. Donc, c'est clair, ces inclusions de calcium-aluminium sont vraiment les premiers condensats d'un gaz de composition solaire pendant qu'il refroidit. Okay. Et ce qui est intéressant, donc pendant que la température descend jusqu'à 1500 degrés, à peu près, on a une condensation de 5% du gaz. Okay. Le reste du gaz condensera à des températures plus faibles. Ce qui est intéressant est que les CAI gardent cette composition, alors que si vous suivez la séquence de condensation, à fur et à mesure que la température baisse, les molécules que vous avez créées avant disparaissent pour former de nouvelles molécules différentes. Par exemple, ici, vous avez le corundum qui se forme, mais quand la température baisse, il disparaît parce que tout son aluminium, tout son oxygène sont piqués par l'ibonite, et après une partie des atomes qui sont dans l'ibonite sont piqués par la ghélénite, et ainsi de suite. Donc si on continue, les gaz continuent à descendre en température et les grains continuent à être en équilibre avec les gaz, finalement ces premiers minéraux qui se forment dans la séquence de condensation devraient disparaître en faveur d'autres minéraux qu'on ne voit pas dans les CAI. Donc ça veut dire que les CAI ont bien commencé à condenser dans ces gaz initialement très chauds qui a commencé à refroidir, mais à un moment donné, ils se sont détachés du gaz, se sont détachés de l'équilibre avec du gaz, et ils se sont fossilisés. Ils ont arrêté d'évoluer. Est-ce que tous les grains s'arrêtent à une température d'évoluer, donc s'arrêtent à être en équilibre avec les gaz à une température de 1450 degrés? Non, il y en a d'autres qui continuent à être en équilibre avec les gaz jusqu'un peu plus tard, et ils deviennent, donc ils se transforment, ils ne sont plus des CAI, ils deviennent des AOA. Donc les AOA prennent leur nom
du nom agrégat d'olivine en forme d'amiboïde. Ça, c'est à cause de leur forme, et parce que c'est des grains qui contiennent plus d'olivine. Et donc là, vous avez par exemple la composition chimique. Vous avez de la phosphérite, et la phosphérite, c'est celle qui apparaît là, à température plus basse. Vous avez de l'anorthite aussi apparaît là, à température un peu plus basse. Vous avez du métal, fer nickel métal, qui est là, qui apparaît, etc. Donc les AOA, en fait, sont des grains qui sont restés en équilibre avec les gaz qui refroidissent pendant un peu plus longtemps, jusqu'à quand les gaz est devenu un peu plus froid. Donc, ils ont changé leur composition chimique, mais eux aussi, à un moment donné, sont sortis de la séquence des condensations pour garder la chimie qu'ils avaient obtenue à une température d'environ 1350 degrés. Et sans doute, il y a d'autres grains qui restent en équilibre avec les gaz plus longtemps, donc leur chimie continue à évoluer et devient de plus en plus comme celle des CAI, parce que si la température descend suffisamment, à la fin, vous retrouvez la chimie qu'on retrouve dans les CAI, et donc sont un peu plus difficiles à identifier du point de vue chimique du reste de la météorite, mais on verra dans les cours 6, on arrive encore à les distinguer du point de vue isotopique. Alors la question est, à quel moment un grain sort de cette séquence de condensation? Il n'est plus à l'équilibre avec les gaz. Et ça, c'est vraiment une compétition entre la croissance du grain et le refroidissement du disque. Pour qu'un grain reste en équilibre avec les gaz, il faut que les temps de diffusion à l'intérieur du solide, qui est nécessaire pour homogénéiser sa composition, par exemple, vous voulez faire rentrer un atome de magnésium, il doit pouvoir diffuser à l'intérieur du grain pour rentrer dans la masse. Donc, ces temps de diffusion doivent être plus rapides que les temps du refroidissement dans lesquels les disques sont en train de changer des conditions et des températures. Ce temps de diffusion est proportionnel au rayon du grain au carré et inversement proportionnel au coefficient de diffusion. Ces coefficients de diffusion doivent être mesurés au laboratoire, mais à une dépendance qui est exponentielle dans la température. Plus la température est faible, plus ce terme est petit, parce que l'exponentielle d'un nombre négatif qui grandit, donc devient de plus en plus petit, donc les coefficients de diffusion deviennent grands, et donc les temps de diffusion deviennent longs. Par exemple, les temps de diffusion du magnésium et d'aluminium dans un spinel à 1500 degrés a été déterminé dans ces papiers expérimentalement être 10 puissance moins 16 mètres carrés par seconde. Donc si on prend un CAI des tailles typiques, donc 100 microns, à 1550 degrés, ben, ces temps de diffusion, donc 100 microns divisé par ce coefficient de diffusion, est de 1200 jours. 1200 jours, c'est 3 ans, 3-4 ans. Donc, si les disques refroidissent sur une échelle de temps plus grande que 3-4 ans, les grains de 100 microns devraient être en équilibre, garder l'équilibre avec les disques et continuer à évoluer avec les disques. Mais si le temps de refroidissement est inférieur aux 3 ans, ben, du coup, les CAI peuvent être modifiés à la marge, sous sa frontière, près de sa surface, mais pas en profondeur. Alors, 3 ans semble un âge, un temps très court. En astronomie, on parle toujours de millions d'années, mais vous verrez après, dans les séminaires, qu'en fait, les phases de formation stellaire et formation et début d'évolution du disque sont très courtes. Elles sont de l'ordre de jours aux années. Donc, ces types de temps de refroidissement ne sont pas complètement exclus. Et puis, il ne faut pas refroidir beaucoup, parce que dès que votre température descend, par exemple, de 1500 degrés à 1200 degrés, à cause de cette loi exponentielle, les temps de diffusion grandit de 3 ans à 400 ans. Et donc, c'est déjà beaucoup plus long. Donc, si un grain arrive à atteindre une taille suffisamment grande d'un disque qui refroidit rapidement, il peut ne plus être à l'équilibre avec les gaz et donc conserver la chimie qu'il a acquérie au moment de sa première condensation sans se transformer ensuite. Mais si un grain est petit, il reste évidemment en équilibre avec les gaz et donc continue à se transformer et à changer sa chimie au prorata de la température du disque qui diminue. Par exemple, si vous avez un grain qui est micrométrique au lieu de 100 microns, donc c'est 100 fois plus petit, donc les coefficients les temps de diffusion sera 10 000 fois plus court, et donc les temps de diffusion, au lieu d'être 1200 jours,
sera un dixième du jour, donc simplement 2h30. Donc évidemment, en 2h30, le disque n'a pas le temps de refroidir. Donc les grains micrométriques restent à l'équilibre avec les gaz et leur chimie continue de se transformer. Quand un grain commence à grandir 100 microns, millimètres, voire 1 centimètre, et bien, le temps de diffusion devient grand et le disque refroidit plus vite que le temps de diffusion, et donc le grain sort de la séquence de condensation et garde sa première chimie, et c'est ce qui est arrivé aux CAI et aux AOE. Les AOA, on en parlera surtout la fois prochaine parce qu'ils jouent un rôle particulier dans la formation des chondres, comme on le verra. Voilà. Alors, les CAI donc, condensent dans un gaz très chaud, et c'est un gaz très chaud qui a les propriétés chimiques et isotopiques du Soleil en formation. Et la contrainte vient des isotopes de l'oxygène. Alors, l'oxygène a 3 isotopes. L'oxygène 16, c'est l'oxygène le plus abondant, celui qu'on respire, a 8 protons et 8 neutrons. Mais il existe aussi un oxygène plus lourd que l'oxygène 17, qui a 8 protons et 9 neutrons, et l'oxygène 18, qui a 8 protons et 10 neutrons. Et c'est l'oxygène 16, 17 et 18 sont stables. Il n'y a pas de décroissance radioactive qui transforme un atome d'oxygène dans un atome de quelque chose d'autre. Alors, si on regarde tout ce qu'on a sur Terre, donc, vous pouvez prendre l'atmosphère, vous pouvez prendre des roches, vous pouvez prendre de l'eau, tout ce qui contient de l'oxygène, et vous mesurez les rapports oxygène 18 sur oxygène 16, oxygène 17 sur oxygène 16, dans n'importe quel échantillon terrestre. Vous obtiendrez des valeurs différentes, selon que ce soit l'air, l'eau, une roche, etc. Mais toutes ces valeurs tombent sur une ligne. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y a une série de transformations, en particulier les transformations physiques, qui changent les rapports isotopiques, en favorisant soit les atomes plus légers, soit les atomes plus lourds. Par exemple, l'évaporation. Si vous avez de l'eau sous forme de glace, et puis elle sublime, et elle devient vapeur, c'est plus facile de faire partir une molécule d'eau qui a un atome d'oxygène 16 qu'une molécule d'eau qui a un atome d'oxygène 18, parce que la molécule d'eau qui a un atome d'oxygène 18 pèse plus lourde, donc il faut donner un peu plus d'énergie pour que se détache du solide et passe dans la phase vapeur. Si vous avez de l'échappement atmosphérique, par exemple, vous avez de l'air dans l'atmosphère, elle s'échappe parce qu'elle est irradiée, et bien là aussi, la molécule qui a un atome d'oxygène 16 part davantage qu'une molécule qui a un atome d'oxygène 18 parce qu'elle pèse plus lourde. En revanche, pour la condensation, l'absorption d'un gaz sur un solide, sur un liquide, c'est plus facile de capturer un atome léger qu'un atome lourd, parce que les atomes légers bougent plus rapidement et donc vont taper plus fréquemment avec votre solide et donc sont plus faciles à absorber. Donc tous ces processus physiques fractionnent les rapports isotopiques, mais les fractionnent pas n'importe comment. Et vu que la différence en masse entre un atome d'oxygène 18 et un atome d'oxygène 16 elle est double que la différence en masse entre un atome d'oxygène 17 et un atome d'oxygène 16, on aura une variation qui est les doubles pour ces rapports-là que pour ces rapports-là. Donc, toutes les variations sont alignées sur une ligne qui a une pente en demi, parce que les variations isotopiques pour l'atome le plus lourd sont les doubles que les variations isotopiques pour un atome qui est intermédiaire, un atome 18, entre l'oxygène 18 et l'oxygène 17. Donc ça, c'est pour la Terre. Donc tous les échantillons terrestres tombent sur la même ligne, et la Lune aussi tombe sur la même ligne, et c'est d'ailleurs quelque chose d'assez troublant sur lequel on reviendra l'année prochaine. Mais on regarde les autres objets, par exemple, on peut regarder des météorites martiennes, ils sont là, ou des météorites, les fameuses HED qui viennent de Vesta, et vous voyez que dans chaque cas, il y a différents rapports au 18, au 16, et au 17, au 16, mais toujours, tous ces échantillons, tous ces rapports tombent sur une ligne qui a toujours une pente en demi, donc parallèle à la pente qui passe par les échantillons terrestres. Parallèle, mais pas coïncidente. Ce sont des lignes qui sont translatées vers les hauts ou vers les bas. On définit donc une quantité qui s'appelle les grands delta 17O, qui est la distance
entre ces lignes parallèles, entre la ligne parallèle qui passe par un échantillon, par exemple un échantillon martien, et la ligne qui passe par la Terre, qui s'appelle la Terrestrial Fractionation Line. Et donc, par exemple, ici, on peut dire que Mars a un delta 17O de plus 0,3 pour 1000, Vesta a un delta 17O de moins 0,25 pour 1000. Okay. Le fait que toute transformation physique fasse évoluer les rapports sur ces lignes montre que les matériaux qui constituent Mars sont différents des matériaux qui constituent la Terre. Vous ne pourrez jamais, en faisant partir de l'oxygène, en les transformant, en les faisant réagir, etc., ramener Mars sur la Terre, ou la Terre sur Mars. Pareillement, vous ne pourrez jamais ramener Vesta sur la Terre, etc. Il s'agit vraiment de matériaux distincts qui ont des origines distinctes. Les soleils, dans tout ça, est encore différent, est beaucoup plus différent. Tout à l'heure, la différence, par exemple, entre Mars, la Terre, Vesta, les autres chondrites, c'est de l'ordre toujours du pour 1000, ou une fraction du pour 1000. Pour les soleils et les rapports isotopiques de l'oxygène du Soleil ont été mesurés par la mission Genesis, qui a collecté les vents solaires et donc l'a ramené sur Terre, a permis de l'analyser. Mais ça avait été déjà anticipé en analysant les vents solaires implantés sur les régolithes lunaires. Donc le Soleil est là, donc la ligne des pentes endémies est celle-là, et la distance de cette ligne par rapport à la ligne terrestre est très grande, avec un delta 17O de l'ordre de moins 28 pour 1000. Au lieu d'être 1 pour 1000, une fraction de pour 1000, c'est moins 28 pour 1000. Ici, vous avez cette notation un peu bâtarde, donc petit delta 17O, 18O. C'est quelque chose qui reviendra pas mal dans ce cours, dans les cours prochains. Donc c'est une notation typique en cosmochimie. En fait, c'est la même chose qui ici est écrit par mot. Donc là, c'est les rapports 18 sur 16 en partie par millier comparé à un standard, et ça mathématiquement se traduit dans cette formule. Donc vous mesurez les rapports 18 sur 16 ou 17 sur 16 dans votre échantillon, vous les divisez par les mêmes rapports 18 sur 16 ou 7 sur 16 dans les standards, qui est les SMO, ça veut dire Mean Ocean Water, donc la moyenne de l'eau terrestre. Vous soustrayez 1, de façon qu'il soit 0 si l'échantillon et la Terre sont les mêmes, et vous multipliez par 1000 parce que ce sont des différences très petites. Et donc, c'est ça qui définit la quantité delta. OK. Bien, mais alors comment comprendre, parce qu'au départ, les systèmes solaires se forment autour du Soleil, donc les matériaux qui sont formés en disque autour du Soleil devraient avoir la même composition solaire. Alors, le Soleil se trouve là, les planètes, les chondrites, les météorites se trouvent tout là-haut. Comment on peut passer d'ici à là-haut, alors que je vous ai dit que tous les processus physiques d'évaporation, condensation, échappement, etc., permet seulement de se déplacer sur une ligne des pentes endémies. Là, il faut en fait se déplacer sur une ligne des pentes 1. Alors, l'explication classique qui est donnée dans la littérature est celle du auto-écrantage. Je vais vous décrire rapidement. Donc, cette explication se base sur le fait qu'un gaz qui reste gaz jusqu'à très très faible température, qui est assez abondant dans la nébuleuse, dans les disques, c'est les CO, donc formés par un atome de carbone et un atome d'oxygène. Évidemment, on peut avoir différentes molécules de CO, des molécules de CO qui se combinent avec un atome d'oxygène 16, mais on peut avoir aussi des molécules de CO qui se combinent avec un atome d'oxygène 17 ou un atome d'oxygène 18. Alors, celles-là sont beaucoup plus rares que les molécules qui se combinent avec l'atome d'oxygène 16. Et ici, j'ai mis des chiffres au pif qui correspondent à ces petits schémas. Ce ne sont pas les chiffres qui existent dans la nature, dans la réalité. Ce gaz est irradié. Irradié par l'étoile, par les étoiles du champ, etc. Et parmi la lumière, il y a plusieurs longueurs d'onde, et il y a parfois des longueurs d'onde bien spécifiques qui excitent une molécule et permettent de la dissocier. Et ces fréquences, ces longueurs d'onde qui excitent et dissocient une molécule de carbone, de CO avec un atome d'oxygène 16, est un peu différent de la longueur d'onde qui excite et dissocie une molécule qui a un atome d'oxygène 18 ou une molécule qui a un atome d'oxygène 17. Donc là, les lignes rouges représentent cette radiation qui a la bonne énergie pour dissocier les molécules avec l'atome O16. Okay.
Mais vu que ces molécules sont nombreuses, certains reçoivent la radiation, comme par exemple cette molécule-là voit la radiation, cette molécule-là voit la radiation, cette molécule-là voit la radiation, mais derrière, il y en a d'autres qui sont à l'ombre, sont écrantées par les molécules qui sont devant elles. La radiation ne peut pas taper sur cette molécule-là parce qu'elle tape d'abord sur la molécule avant. Okay. Donc cette radiation va dissocier ces molécules des CO avec un atome d'oxygène 16, mais pas toutes. Les molécules qui étaient écrantées par des molécules devant elles, elles ne se sont pas dissociées, au moins pas encore. Mais dans la lumière, il y a aussi des radiations qui ont une fréquence légèrement différente et qui peuvent, donc sont représentées ici par les flèches violettes, peuvent dissocier la molécule d'O17. Ils ne font rien aux molécules d'O16, elles sont transparentes, les molécules d'O16 pour ce type de radiation, et ils peuvent dissocier les molécules de CO17. Et vu que les molécules de CO17 sont rares, c'est très rare qu'une molécule de CO17 en cache une autre. Okay. Et donc, en gros, toutes les molécules de CO17 sont irradiées et donc sont toutes dissociées. Pareillement, il y a une autre radiation, une longueur d'onde légèrement différente, qui peut dissocier les CO18, et là aussi, les CO18 encore plus rares, et donc c'est pratiquement impossible qu'une molécule se trouve derrière l'autre et se cache et s'écrante derrière l'autre. Donc, tous les CO17 et tous les CO18 sont dissociés. Alors, faisons les maths. Combien d'atomes d'oxygène on a dissociés? On a dissocié 7 atomes d'oxygène 16 dans ces petits jeux, hein, voilà, parce que certaines molécules étaient écrantées, donc elles ne sont pas dissociées. Mais on a dissocié toutes les molécules avec l'oxygène 17 et toutes les molécules avec l'oxygène 18. Donc on a libéré 3 atomes d'oxygène 17, tout ce qu'on avait, et 2 atomes d'oxygène 18, tout ce qu'on avait. Donc les rapports isotopiques, maintenant de l'oxygène libre, qui n'est pas lié à aucun autre atome, est devenu 3 septièmes pour le rapport 17 sur 16, 2 septièmes pour le rapport 18 sur 16, qui sont plus grands que les rapports initiaux qu'on avait dans les gaz des CO, qui étaient 3 sur 11 et 2 sur 11. Mais le rapport 17 sur 18, lui, n'a pas changé, parce qu'on a dissocié toutes les molécules des CO18, toutes les molécules des CO17. Et donc, ceci veut dire qu'en irradiant, on va faire donc l'oxygène qui se libère aura un rapport 17 sur 16, 18 sur 16 qui augmente, donc le rapport 18 sur 16 augmente, le rapport 17 sur 16 augmente, mais le rapport 17 sur 18 ne change pas. Et donc ça veut dire que les rapports isotopiques de l'oxygène libre vont évoluer le long d'une ligne des pentes 1. Et cet oxygène libre, évidemment, va réagir avec quoi? Avec l'hydrogène pour former de l'eau, avec du silicium pour former des silicates, etc. Et donc, après, il va être capturé dans la formation des grains et à la fin de la formation des planétésimaux. Et c'est pour cela donc, que les solides sont progressivement enrichis en oxygène 18 et en oxygène 17, donc en fait appauvris en oxygène 16 par ce type de processus. Alors, il y a un travail très récent qui a été fait pas loin d'ici, à l'IPG et à l'Observatoire de Paris, qui propose un autre mécanisme pour faire évoluer le rapport de l'oxygène sur une ligne des pentes 1. Celui-ci ne fait pas appel à la radiation, la dissociation des atomes de CO et à l'autre écrantage, mais fait appel au plasma. Donc, il y a des simulations, des expériences de laboratoire qui partent de l'eau avec un certain rapport isotopique et sous forme vapeur, mélangé avec du méthane sous forme vapeur ou du méthane et de l'argon. Le tout est porté à très très haute température pour créer du plasma. Donc ça veut dire que tous les atomes sont complètement ionisés et donc ce gaz est en fait un gaz de particules ionisées. Et dans ce gaz de particules ionisées, il se passe des réactions et il y a des molécules organiques, des molécules carbonées qui se forment et qui se déposent sur les plaques de collection comme des solides. Et on peut analyser la composition isotopique de ces dépôts des matières carbonées et on voit que ça évolue bien sur la longue ligne des pentes 1 et pas du tout sur la ligne de fractionnement dépendant de la masse qui a une pente d'endémie. Donc ça pourrait être un mécanisme alternatif. Les auteurs sont très précautieux. Ils ne savent pas trop si l'environnement qu'ils ont créé au laboratoire a quelque chose à voir avec les disques, avec cette plasma. Mais voilà, ça pourrait être aussi une possibilité alternative.
Qu'il soit l'auto-écrantage ou qu'il soit ce type de processus, de toute façon, on voit que ce quoi on s'attend est que les gaz initial aient une certaine composition isotopique de l'oxygène, ce qu'on voit dans les soleils, et que par ces processus, auto-écrantage, au plasma, etc., les rapports isotopiques de l'oxygène progressent le long de la ligne de pente 1 vers les hauts. Et donc, si on regarde où se trouvent nos CAI et les AOA, on trouve que les CAI et les AOA se trouvent très près du Soleil dans cette ligne, bien avant, dans cette séquence évolutive, bien avant les chondres et bien avant les météorites en bulk, donc en masse totale, qui se retrouvent plutôt là-haut, comme on a vu par exemple pour Vesta. Et si on prend les ibonites, donc ces minéraux super réfractaires qui sont une partie des CAI, les ibonites, donc les toutes premières qui condensent dans la séquence, elles sont encore plus près du Soleil. Donc ça donne vraiment l'indication que les CAI sont les tout premiers objets qui se forment, qui condensent à partir du gaz qui est encore la composition du Soleil, avant que ces gaz puissent commencer à évoluer dans les isotopes de l'oxygène vers les valeurs terrestres. Et donc, ceci nous démontre que les CAI se sont bien formés à partir d'un gaz qui a encore les propriétés solaires du point de vue isotopique, même quand celles-ci peuvent évoluer. Et donc, il doit se former très tôt par rapport à l'évolution du disque qui amène les isotopes de l'oxygène vers là-haut. Donc, ils se forment très tôt, sont les premiers qui se forment, etc. Mais quand est-ce qu'ils se forment-ils? Donc, on peut dater la formation des CAI en utilisant des chronomètres radioactifs. Et les chronomètres qu'il faut utiliser pour obtenir une âge absolue, c'est les chronomètres uranium-plomb, qui en fait, comme je vais vous expliquer, utilisent deux isotopes du plomb pour s'affranchir du rapport initial uranium-plomb qui n'est pas bien connu. Donc, comment ça marche? Il y a plusieurs isotopes du plomb, plusieurs isotopes de l'uranium. L'uranium 238 décroît en plomb 206 avec une demi-vie de 4,468 milliards d'années. Et l'uranium 235 décroît en plomb 207 avec une demi-vie de 703,8 millions d'années. Donc ça veut dire que si vous avez un grain qui se forme, qui initialement a une certaine quantité d'atomes d'uranium, une certaine quantité d'atomes du plomb, avec les temps qui passent, certains atomes d'uranium se transforment en plomb, et encore, au fur et à mesure que les temps passent. Donc on peut écrire une simple équation. La quantité d'atomes de plomb 207 que vous mesurez à présent est égale à la quantité de plomb nombre d'atomes de plomb 207 que vous avez au début, à l'ini, I pour initio, donc au départ, plus la quantité de 235 qui a décru. Et cette quantité de 205 qui a décru est donnée par le nombre d'atomes d'uranium 235 que vous avez à présent, fois ces facteurs qui vous dit combien il y avait d'atomes de 235 en plus et qui ne sont plus là. Et celle-ci dépend du temps qui est passé entre la phase initiale et la phase présente, et ce coefficient lambda, qui est en gros l'envers de la demi-vie de décroissance de l'atome 235 fois un logarithme 2, parce qu'il y a un exposant, il n'y a pas un 2 là. Okay. Donc vous pouvez écrire cette équation pour le 207, vous pouvez écrire la même relation pour le 206, la relation équivalente, mais le 206 est produit par le 238, donc ça c'est la quantité présente de 238, et là c'est la constante de décroissance de l'uranium 238. Les plombs 204 n'est pas rédiogénique, donc lui il est toujours le même au début, dans sa phase initiale et dans la phase présente, donc vous pouvez diviser chaque terme par la quantité d'atomes 204, plomb présent initial c'est exactement la même, du point de vue mathématique évidemment c'est une opération neutre. Alors on peut se demander pourquoi en cosmochimie on continue à diviser
tous les termes par une même quantité, ce qui en mathématiques n'a aucun sens. Enfin, ça a un sens nul, parce que vous pouvez simplifier. Mais la raison est que quand vous analysez la matière, vous l'analysez par des spectromètres de masse, et c'est extrêmement dur de sortir des quantités absolues d'une certaine quantité, d'un certain atome. Donc, ce que la machine peut facilement mesurer, c'est des rapports d'abondance, mais pas l'abondance absolue. Et donc, les cosmochimistes travaillent avec des rapports d'abondance. Et donc, ce qu'un opérateur va mesurer dans un échantillon n'est pas la quantité absolue de plomb 207, c'est le rapport entre le plomb 207 et les plombs 204, le plomb 206 et les plombs 204. C'est pour ça que toutes ces équations sont divisées par une quantité de référence. Voilà, même si en mathématiques, vous pourriez simplifier et rester simplement avec le numérateur. Très bien. Donc maintenant, on peut utiliser tout ça pour dater un échantillon. Donc on reprend nos deux équations, ce sont les mêmes que j'avais ici, et ce qu'on fait, on les divise. Donc déjà, on soustrait ces termes-là, on amène ces termes-là à gauche de l'égal, et après on divise les deux équations. Okay. Et donc vous avez ça. Okay. Alors, ici, c'est que vous avez la différence entre 207 plombs présents et initial, c'est les 200, oui, j'ai inversé 206 et 207, désolé, c'est les 207 plombs radiogéniques, donc produits par la décroissance de l'uranium. Et ici, vous avez les 206 plombs radiogéniques produits par la décroissance de l'uranium. Et ici, les rapports entre ces deux termes donnent le rapport 235 sur 236 au présent, et celui-là peut être mesuré avec une grande précision, c'est 1 sur 137,88, donc c'est ce rapport universel. Et là, vous avez le rapport des deux exponentielles. Donc, quand vous avez un échantillon, si vous êtes dans la capacité de mesurer la quantité des plombs 206 et plombs 207 radiogéniques, ben voilà, avant que vous faites vos mesures, vous prenez votre échantillon, des sous-composantes de l'échantillon. Pour chacun, vous mesurez la quantité de 206 radiogéniques et 207 radiogéniques, et ça tombe sur une pente, et la pente est ce terme-là, donc, parce que ça c'est les 207 radiogéniques, égale à 206 radiogéniques fois ce terme, donc ça c'est la pente. Et donc si vous mesurez la pente, vous connaissez ce rapport ici qui est 1 sur 137,88, vous connaissez les coefficients lambda, et donc vous déduisez les temps qui vous donnent la bonne pente. Et c'est l'âge de votre échantillon. Bien sûr, vous devez connaître quelle est la quantité de plomb radiogénique, et ça, ce n'est pas évident, parce qu'il y a aussi les plombs initiaux. Alors, dans certains cas, c'est favorable. Par exemple, dans ces cas-ci, il y a tellement, vous voyez, les rapports 207 sur 204 est énorme, ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de 204 au départ. S'il n'y avait pas beaucoup de 204 au départ, il y avait encore moins de 207 et 206, parce qu'ils sont plus rares. Et donc, ça veut dire que la très, très grande majorité de ce que vous voyez, c'est du plomb radiogénique. Donc, vous pouvez dire que ce que vous mesurez est les plombs radiogéniques. Mais dans des cas un peu intermédiaires, vous avez des problèmes vraiment à faire la part de ce qui est radiogénique et de ce qui est la quantité initiale. Et donc, pour cette raison, on utilise aussi une autre approche, qui est l'approche inverse, où au lieu de plotter les rapports 206 sur 204 et 207 sur 204, on plotte l'inverse. On plotte 204 sur 206 et les 207 sur 206. Et vos échantillons tombent sur une ligne et parfois très proche de l'axe des Y. Et cette méthode est très intéressante si vous avez des échantillons qui se trouvent là, très proches de l'axe des Y, parce que ça veut dire quoi? Si l'axe des X est presque 0, ça veut dire qu'il y a très peu de plomb 204. Mais les plombs 204 n'est pas radiogénique. Donc si le plomb 204 actuel est égal au plomb 204 initial. S'il est 0, donc comme sur l'intercept, alors ça veut dire que les plombs 206 initial et les plombs 207 initial étaient aussi 0, parce qu'il n'y avait pas de plomb. Okay. Et donc, l'intercept est donné, les quantités que vous mesurez sur l'intercept, 207 sur 206 actuels, sont égales au rapport des valeurs radiogéniques. Et ces rapports de valeurs radiogéniques, vous les avez en mettant ça égal à 0, et donc ça vous donne encore le rapport 235 sur 238 actuel, fois ces coefficients. Donc dans ces cas-là, ce n'est pas la pente qu'on mesure, c'est l'intercept.
et l'intercept est donné par ces quantités pour lesquelles vous connaissez tout sauf les temps, et donc vous résolvez l'équation pour calculer les temps, pour vous donner les valeurs de l'intercept, et ça vous donne une âge. C'est une âge absolue, c'est l'âge à la formation du grain à partir de maintenant, en arrière dans les temps à partir de maintenant. Qu'est-ce que ça donne pour les CAI? Donc ça a été fait par plusieurs groupes, à la fois en analysant différents minéraux d'un même CAI, ou en analysant différents CAI, en regardant la composition globale en plomb du CAI. Et on trouve des résultats assez concordants. Donc là, en analysant différents minéraux d'un même CAI, Bouvier et Vadva trouvent une âge de 4 568,22 millions d'années. Okay. 4 568 millions d'années, donc 4 568 millions d'années. Et la barre d'erreur est relativement petite, de l'ordre de 170 000 ans sur une âge de 4 milliards et demi d'années. Et si vous regardez là, par exemple, plusieurs CAI, vous trouvez 4 567,72 avec une barre d'erreur un peu plus grande. Donc c'est tout à fait concordant à l'intérieur de barres d'erreur vers une âge d'il y a 4 568 millions d'années. C'est la date de naissance des CAI. C'est de tous les grains qu'on peut analyser des météorites, ce sont ceux qui se forment les plus tôt, donc sont ceux qui sont les plus vieux, sont ceux qui se forment d'abord. C'est cohérent avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans la séquence de condensation, on part d'un gaz chaud, on forme d'abord des CAI, après on forme autre chose. Et donc ça nous donne l'âge du système solaire. Okay? Donc ça veut dire que les tout premiers solides du système solaire, qui se sont formés dans ces gaz encore extrêmement chauds qui entouraient l'étoile jeune, se sont formés il y a 4 568 millions d'années. C'est notre date de naissance. Et on la connaît grâce aux météorites, en particulier grâce à ces inclusions réfractaires. Alors pour vous donner un repère, l'univers a 13,8 milliards d'années. Okay? Et le système solaire a 4,568 milliards d'années. Donc il y a eu presque 10 milliards d'années entre le Big Bang, les débuts de l'univers, et le début du système solaire. On n'est pas jeune dans l'univers, on n'est pas vieux dans l'univers, on est assez jeune dans l'univers. Et ceci n'est pas un accident, parce qu'au départ, dans l'univers, il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium, donc c'est pas bon pour faire quelque chose de dur avec lequel s'asseoir. Et donc, il a fallu du temps pour que l'évolution des étoiles produise tous les éléments chimiques du tableau de Mendeleïev, en gros, et donc pour qu'il y ait des éléments réfractaires qui peuvent condenser et former des solides et des planètes solides. En fait, ce processus d'enrichissement de la galaxie en éléments lourds a l'air assez rapide, donc surtout à la lumière de nouvelles observations. Donc ce n'est pas forcé d'attendre autant de 10 milliards d'années pour arriver à faire une étoile à planète. D'ailleurs, on connaît des exoplanètes autour d'étoiles qui sont certainement plus vieilles que le Soleil. Mais bon, voilà, donc notre Soleil s'est formé relativement tardivement et nous sommes un peu des adolescents au niveau galactique. On va essayer de faire un pas ultérieur, essayer de comprendre où se sont formés ces CAI. Alors, le fait qu'ils soient condensés à partir d'un gaz de très haute température suggère que ce soit formé près du Soleil. Okay. Mais combien près du Soleil? Parce que finalement, on n'en sait rien sur la température du gaz initial. Donc, une indication forte d'une formation près du Soleil vient de l'existence dans les CAI de deux atomes radioactifs, donc instables, qui décroît rapidement, et qui sont les beryllium-10 et les beryllium-7. Alors, les beryllium-10, voilà, on dénote comme ça, un isotope du beryllium, donc un nombre de masses égal à 10, donc 4 protons et 6 neutrons. Il est radioactif, il a une demi-vie de 1,4 million d'années, et quand il se désintègre, donc un neutron devient un proton, et donc il devient du bore 10, donc 5 protons et 5 neutrons, parce qu'un neutron s'est transformé en proton. Donc les bores, les beryllium-10, évidemment aujourd'hui il n'y en a plus, parce que vu qu'il a une demi-vie de 1,4 million d'années, il est complètement éteint, mais on va voir, il existait au moment où se sont formés les CAI. Ces atomes n'est pas synthétisé par les étoiles, mais il est produit par spallation.
c'est-à-dire l'impact des particules énergétiques sur d'autres atomes, par exemple l'azote. Et de ces particules énergétiques qui donc irradient les disques et bombardent les atomes d'azote peuvent venir du Soleil, de l'étoile qui est en train de se former, qui est très jeune, qui irradie et un vent stellaire, envoie des particules énergétiques dans les disques, mais ça peut aussi venir des rayons cosmiques des autres étoiles qui ont dans la masse stellaire où se forme l'étoile et ainsi de suite. Et donc la question est, est-ce que, bon ok, s'il y a du beryllium-10 dans les CAI, est-ce que ça vient plutôt de l'irradiation subie par l'étoile, donc il faut être près de l'étoile, ou est-ce que ça vient des rayons cosmiques et donc on peut être beaucoup plus loin. Donc c'était le sujet d'un grand débat, en particulier par les groupes de Paris, Mathieu Gounel, Emmanuel Jacquet, qui est ici là-bas, et le groupe américain de Steve Desch, les uns proposant les soleils, les autres proposant plutôt les rayons cosmiques. La différence, c'est que si on a une radiation par rayon cosmique, on s'attend de trouver une quantité de beryllium-10 qui soit plutôt uniforme, n'est-ce pas? Parce qu'en gros, le disque est petit par rapport à l'ambiance interstellaire, et donc à peu près la quantité de rayons cosmiques qui arrivent devrait être toujours la même. Si par contre l'irradiation est faite par les soleils, avec ses éruptions, soleil jeune, etc., ça peut être très variable. Et en plus, on ne s'attend pas, en faisant les calculs, à une très forte production de bore 10, de beryllium-10, donc si la production a été due à des rayons cosmiques, les rapports initiaux entre beryllium-10 et beryllium-9 devraient être inférieurs à 1 pour 1000. Alors, est-ce qu'il y a du beryllium dans les CAI et combien il y en a? Comment est-ce qu'on peut savoir s'il existait quelque chose qui est mort entre-temps? Parce qu'il n'y a plus de beryllium-10 aujourd'hui, évidemment, avec une demi-vie de 1,4 million d'années. La quantité actuelle, après 4 568 millions d'années, c'est 0. Donc, on peut le faire, et ça, on y reviendra plusieurs fois sur ce type de technique, en regardant la corrélation entre les isotopes fils et un isotope stable associé à l'isotope père. Donc, par exemple, on va mesurer dans un CAI donné la quantité de bore 10 et la quantité de beryllium 9. Le beryllium 9 est stable, lui ne décroît pas. Le bore 10, lui ne décroît pas, mais il est le fils du beryllium 10. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une corrélation. Plus il y avait du bore 9, plus il y avait du beryllium 9, plus il y a du bore 10. Alors on s'est dit, bah, coïncidence, c'est incroyable. Mais non, ça ne peut pas être en coïncidence. Les bore 10 est le produit fils du beryllium 10, donc la corrélation nous dit que plus il y avait du beryllium 9, plus il y avait du beryllium 10. Et la quantité initiale du beryllium 10 était au prorata de la quantité initiale du beryllium 9. Si vous avez un échantillon avec beaucoup de beryllium 9, il avait plus de beryllium 10 qu'un échantillon qui avait peu de beryllium 9. Voilà. Et donc la pente de cette corrélation vous donne les rapports entre les beryllium 10 et les beryllium 9 au moment où votre CAI s'est formé. Okay. Et là, par exemple, on mesure, on détecte bien une pente, donc il y avait bien du beryllium 10, et le rapport beryllium 10 ou beryllium 9 dans ce CAI est de 8,8 10-4. Et après, il y a eu d'autres mesures plus récentes, d'autres CAI, toujours corrélation entre bore 10 et beryllium 9. Notez à chaque fois, on divise par les bore 11, donc on dirait mathématiquement, ça n'a aucune importance, mais c'est le fait que par spectrométrie des masses, on mesure que des rapports. Et là, on tombe sur des pentes différentes. Là, par exemple, c'est 1,2 10-3, 7,1 10-3, donc des pentes, une quantité de beryllium 10 bien plus grande que, par exemple, dans ces cas-là. Donc, il paraît que le rapport beryllium 10 ou beryllium 9 est assez variable de CAI à CAI et peut être bien plus grand que 10-3, ça peut même approcher 10-2, donc suggère plutôt les scénarios d'irradiation par les soleils. Et des études faites, en particulier par Emmanuel Jacquet, montrent que pour obtenir des rapports beryllium 10 ou beryllium 9 de cet ordre-là, il ne faut pas vraiment être tout à fait à côté du Soleil, mais une distance jusqu'à une unité astronomique pourrait aller entre un dixième et une unité astronomique. On pourrait toujours se demander si, vu que le temps de vie est quand même 1,4 million, le beryllium 10 ne pourrait pas être hérité du milieu interstellaire pour quelques raisons. Et c'est pour cette raison que c'est intéressant de regarder les beryllium 7, parce que le beryllium 7 a une demi-vie de 53 jours.
Donc, il n'est pas possible qu'ils viennent du milieu interstellaire. Ils seraient morts dans les voyages pour arriver vers le Soleil. Donc, si on trouve du beryllium-7, la seule possibilité est qu'il soit produit sur place, donc par irradiation stellaire. Et effectivement, le même type, donc le beryllium-7 décroît en lithium-7, et quand on regarde, ce travail est fait par Marc Chaucidon, directeur à l'IPGP, il trouve bien une corrélation, bon, une certaine barre d'erreur, mais bon, c'est significatif, entre la quantité de lithium-7 et le beryllium-9, donc il y avait bien du beryllium-7, que je pense est la preuve que ces CAI sont vraiment irradiés à proximité du Soleil. Donc les CAI se sont condensés à très haute température près du Soleil, certainement à l'intérieur d'une unité astronomique. L'unité astronomique est à la distance Terre-Soleil, donc on est en train de voir des grains qui se sont formés à l'intérieur de l'orbite de la Terre. Mais aujourd'hui, ils se trouvent presque exclusivement dans les chondrites carbonés. Comme je vous ai montré au départ, la quantité de CAI dans les chondrites non carbonés est anecdotique, 0,01% en volume. Mais les chondrites carbonés, vous vous souvenez du cours de la semaine passée, se sont formés loin du Soleil, parce que ce sont des météorites qui contiennent pas mal de minéraux hydratés, pas mal de volatiles, etc. Donc des éléments, des molécules volatiles qui peuvent être capturés, condensés et capturés seulement là où le disque est froid, donc suffisamment loin du Soleil. Donc là, on se trouve face à un paradoxe. On a les grains, ceux-ci, les CAI, qui se sont formés très tôt, très près du Soleil, et pourtant, ils sont incorporés dans des planétésimaux qui se sont formés plus tard, loin du Soleil. Pour résoudre ce paradoxe, il faut donc trouver des mécanismes de transport qui prennent les CAI des proximités du Soleil et les amènent dans les disques loin, où plus tard se formeront les chondrites carbonés. Alors, en gros, il y a deux possibilités. Possibilité est que le disque autour de l'étoile soit en expansion radiale très, très vigoureuse, ce qui peut entraîner des CAI vers l'extérieur, mais il y a aussi les fameux jets stellaires qui peuvent soulever des particules près de l'étoile, les sortir du disque, et ensuite ces grains se découplent du jet et peuvent retomber sur les disques plus loin. Et donc c'est pour cette raison que j'ai invité pour faire le séminaire dans l'heure suivante Adnan Ahmad, qui est un grand expert, bon, je vous le présenterai plus tard, de formation stellaire et de la formation conjointe étoile-disque pour comprendre un peu mieux du point de vue astrophysique ce qui se passe et donc comment interpréter ces observations absolument rigoureuses et certaines sur la nature des CAI. Et c'est vraiment maintenant un moment clé de la science parce que c'est la première fois où les simulations numériques arrivent à avoir un niveau de résolution et de précision pour pouvoir adresser ce type de problème. Jusqu'à quelques années seulement, les simulations de formation d'étoiles étaient à une faible résolution. C'était impossible de comprendre comment les disques se forment et encore moins de comprendre les transports au sein du disque. Mais vous verrez dans l'heure prochaine les grands avancements qui ont été faits. Et donc, vraiment, on peut commencer à comparer simulations astrophysiques de formation d'étoiles et des disques avec les contraintes que la cosmochimie nous donne. Mais avant de faire la pause et passer la parole à Adnan, je voudrais parler encore d'un dernier sujet. La quantité initiale d'aluminium-26. Donc les CAI étant les grains les plus vieux du système solaire, on peut analyser en détail leur composition pour voir ce qu'il y avait tout au début. Et on est intéressé à savoir quelle est la quantité, la concentration d'aluminium-26 qu'il y avait tout au début, parce que l'aluminium-26 est aussi un élément radioactif qui décroît assez rapidement avec une demi-vie de 0,7 millions d'années en magnésium-26, alors que l'aluminium-27 est stable. Et vu que l'aluminium est assez répandu dans la matière, c'est la décroissance de l'aluminium-26 qui génère le plus d'énergie à l'intérieur d'un corps, par exemple, qui s'est formé avec une certaine quantité d'aluminium-26. Donc, il est très important de savoir combien d'aluminium-26 il y avait au départ. Donc, pour savoir que le départ, c'est la formation des CAI, c'est notre temps zéro en cosmochimie. Et donc, on va analyser, on va mesurer combien d'aluminium-26 il y avait dans les CAI. Alors, la technique est toujours la même. Évidemment, il n'y a pas d'aluminium-26 aujourd'hui dans les CAI. Tout l'aluminium-26 est mort, son temps de vie est très court, mais on va regarder quel est son produit fils. Donc, on va chercher la corrélation entre les magnésium, l'abondance de magnésium-26, qui est le produit fils de l'aluminium-26, et l'aluminium-27, qui est un atome d'aluminium qui, lui, est stable, et il y en a autant maintenant qu'il y avait au moment de la formation des CAI.
Et si on prend tous les différents CAI et on mesure pour chacun ces deux rapports, ben, ils tombent sur une droite, et cette droite vous donne, comme tout à l'heure pour les beryllium 10 et 7, vous donne le rapport initial entre l'aluminium 26 et l'aluminium 27 qui est de 5,25 10-5. Si vous prenez un CAI et vous faites la même chose en regardant différents minéraux du même CAI, vous trouvez aussi une droite, et cette droite vous donne encore un rapport de 5 10-5. Donc ce 5 10-5, on le retrouve systématiquement dans tous les CAI, et c'est donc ce qu'on appelle la valeur canonique. Ça donne la quantité initiale de l'aluminium 26 au moment où les premiers solides ont commencé à se former. Évidemment, les solides qui se forment plus tard auront moins d'aluminium 26 parce que l'aluminium commencera sa décroissance dans les disques. Mais je termine là-dessus parce que cette quantité est très importante pour pouvoir déterminer les temps de formation des autres solides par rapport au CAI. Quand il y a des différences de quelques centaines de milliers d'années ou millions d'années, par la technique plomb-plomb, c'est très difficile, c'est très proche des barres d'erreur, mais si on utilise la décroissance à l'aluminium 26, on peut avoir une résolution qui est beaucoup plus grande. Donc le prochain cours numéro 4, on l'utilisera beaucoup pour dater par exemple la formation des chondres. Et aussi, la décroissance de l'aluminium produit beaucoup d'énergie et donc il nous servira pour étudier l'évolution thermique des planétésimaux, ce qui sera l'objet du cours numéro 5. Et donc, avant la pause, voilà ce qu'il faut retenir de cette partie un peu plus technique. M'en excuse, les CAI, donc inclusion de calcium et d'aluminium, sont les plus vieux solides du système solaire. Se sont formés à partir d'un gaz initialement très chaud, plus chaud que 1800 K, je ne sais pas combien, mais plus de 1800 K, et ils se sont formés il y a 4,568 milliards d'années. Et ils ont la même composition isotopique, une composition isotopique de l'oxygène très proche des sels solaires, donc sont condensés à partir du gaz qui nourrissait le Soleil en formation avant que ce gaz soit transformé dans les disques. Se sont formés très près du Soleil, comme le révèlent ces produits d'irradiation, beryllium 10 et beryllium 7, mais aujourd'hui se trouvent dans les chondrites carbonées qui se sont agrégés très loin. Et donc l'existence de CAI démontre qu'il doit y avoir un mécanisme de transport des solides depuis les voisinages solaires vers la périphérie du disque. On en reviendra l'heure suivante. Et lors de leur formation, les CAI contenaient une quantité considérable d'aluminium 26, avec un rapport 26/27 de 5-10-5. Et cette quantité initiale de cet élément radioactif a eu un effet fondamental pour l'évolution thermique des corps. Donc voilà, on s'arrête ici, on prend 10 minutes de pause. Et ensuite, on entendra le séminaire d'Adnan. Merci.